Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une émission un tout petit peu particulière. Il n'y a que Alain Juillet et moi sur le plateau. Alain, bonjour. Bonjour. Ouais. Nous avons lancé ensemble il y a quelques semaines cette web télé, Oui. openboxtv.fr, qui a un succès dès le début, quand même assez, je ne veux pas dire fulgurant, mais en tout cas, on sent qu'il y a une appétence pour les sujets que nous abordons avec vos invités. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui ne vous connaissent pas particulièrement. Et qui disent, mais qui est ce monsieur qui connaît beaucoup de monde, qui connaît beaucoup de choses, et qui a une analyse pointue sur pas mal de domaines. Donc je me suis dit, faisons une petite rétrospective sur qui vous êtes et d'où vous venez. Mais qui êtes-vous, Alain Juillet? Ou alors, c'est jamais drôle de raconter sa vie, mais pour reprendre ce que vous disiez, je pense, moi j'ai eu la chance d'abord, je suis parti d'une famille de hauts fonctionnaires et de militaires depuis très longtemps, de préfets, de militaires, de gens des services aussi d'ailleurs. Et si vous voulez, donc j'ai toujours eu une sensibilité par ma famille, par mon environnement, j'ai eu une sensibilité aux problèmes de stratégie, aux problèmes économiques. Donc c'est vrai que ça m'a facilité la vie parce qu'ensuite, quand j'ai pu m'y mettre officiellement, j'avais déjà une préparation. Ça, c'est je dirais, la première étape. Bon. Après, il s'est trouvé que quand j'ai fait mon service militaire, je me suis engagé dans un régiment parachutiste. C'est le 9e RCP, je ne l'ai pas oublié. Et comme à l'époque on faisait, j'ai fait les pelotons d'élèves gradés, tous les pelotons pour faire les EOR. Et j'ai fait l'école et j'ai fait donc j'étais officier de réserve. Et là j'ai été affecté à un autre régiment parachutiste qui s'appelait le 1er RCP, à Pau. J'ai eu des patrons extraordinaires et ça m'a tellement plu que j'ai dit je vais rester. J'ai trouvé ma voie, dans le fond je vais m'y être militaire. Donc j'ai signé un contrat, comme ce qu'on appelait ORSA à l'époque, officier de réserve en situation d'activité. Et puis peu de temps après avoir signé le contrat, je me suis porté volontaire pour aller dans ce qu'on appelle les services, pour aller dans la partie qu'on appelle le service action, c'est-à-dire le service qui à l'époque du SDEC faisait les opérations extérieures, où j'ai connu des gens extraordinaires, j'ai passé des moments fantastiques. À l'époque, on appelait ça le 11e choc, je crois, qui a été Oui, dissous, il y avait effectivement les services, le régiment militaire, si vous voulez, qui faisait partie du SDEC à l'époque, c'était le 11e choc, qui était basé à Perpignan. Mais le 11e choc, après la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a eu des problèmes là comme ailleurs, avec ceux qui étaient pro-AS, ceux qui étaient pro-De Gaulle, enfin il y avait eu plein de choses, Algérie française et pas Algérie française, donc le régiment était dissous. Et quand moi, justement, je me suis porté volontaire, c'était au moment de la dissolution du régiment, et à ce moment-là, j'étais affecté à la base, un centre, comme on appelle maintenant, à la base, c'était celle du service action, qui était à part, qui était en dehors du 11e choc, et qui réunissait un tout petit groupe de gens. D'accord. De Et militaires. alors là, comment ça se passe? On agrège différents militaires qui viennent de différents régiments, avec des spécialités, peut-être, je ne sais pas, des transmetteurs, du génie. Vous avez au départ, comme partout, vous avez des gens qui ont des spécialités, qui sont volontaires, qui sont sélectionnés, et puis derrière, on les forme. C'est-à-dire qu'après, vous avez toute une formation interne pour vous apprendre un métier que vous apprenez pas dans les livres et que vous apprenez pas dans les écoles. Ça, c'est clair. À la suite de quoi, quand j'ai quitté l'armée, naturellement, j'étais orienté, moi, vers le civil, vers l'international, si vous voulez, parce que c'est ça qui m'intéressait. En plus, mon père a été diplomate une partie de sa vie, donc j'avais bourlingué pas mal. Puis je parlais de langue étrangère, ce qui, à l'époque, il y a de nombreuses années, n'était pas si courant que ça. Je suis rentré chez Ricard, la société Ricard, avec Paul Ricard, et qui m'avait recruté. Alors c'est amusant quand tu y penses maintenant, parce qu'il m'a dit, lui, il m'a recruté en disant, moi, je veux engager des militaires parce qu'ils obéissent. Ah, bon, ça c'était bien. Et il me dit, vous, je vous engage. En plus, vous parlez de 3 langues étrangères, donc ça m'intéresse.
Bah, évidemment, on était deux à parler, en dehors de l'anglais, on n'était que deux à parler étrangère. Donc c'était sur une société qui à l'époque faisait 1500 personnes. Ah, déjà. Aujourd'hui, Ricard, c'est le 2e mondial. Hein. Ouais, donc ouais. c'est pas du tout la même chose. Est-ce que je peux vous poser la question? Vous avez croisé Charles Pasqua Ah ben non seulement je croisais, mais il a fait partie de mes recruteurs, parce que quand Paul Ricard m'a dit « je vais vous engager », il m'a dit « vous allez voir Pasqua, et vous allez voir un autre qui s'appelait Trocmé, qui était directeur marketing et commercial, stratégie, et voilà. Il m'a dit « vous allez voir tous les deux ». Voilà, donc oui, j'ai très très bien connu Charles Pasqua, que j'aime beaucoup, et je le dis ouvertement, parce que pour moi, c'est le meilleur patron commercial que j'ai connu dans ma vie. Pour moi, comme référence commerciale, je n'ai jamais vu mieux. C'était un grand patron. Donc, pas du tout l'image qu'on donne de lui dans d'autres trucs. Ouais, ça, donc, Ricard à l'international, ouais. D'autres sociétés, bon... Ben là j'ai découvert une chose avec Ricard à l'international, c'est que quand vous vendez des armes ou des alcools, vous pouvez rentrer dans tous les pays du monde. Et à l'époque, j'ai pu aller en Russie, j'ai pu aller en Chine, j'ai pu aller partout, là où personne n'allait. Et donc, il se passe quelques dizaines d'années dans le privé. Et puis tout d'un coup, alors là, votre nom apparaît en première page. Vous êtes nommé directeur du renseignement à la DGSE. Exact, oui. Alors là, hormis toutes les qualités qu'on vous connaît, bien évidemment, moi, je me rappelle, ça m'avait marqué comment les hautes institutions, le président, nomment une personne comme vous à la tête de la direction de la DGSE. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Parce que ce que vous savez faire correspond à un besoin. Moi, à l'époque, ils m'ont nommé à la DGSE comme directeur du renseignement parce qu'ils avaient envie. À l'époque, c'était... il y avait le président Chirac, il y avait Anna Malliot-Marie qui était ministre de la Défense, Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, et ils avaient tous envie que la DGSE s'oriente sur l'économique, parce qu'on était bon dans beaucoup de domaines, mais on n'était pas bon sur l'économique, sur ce qu'on appelle maintenant l'intelligence économique. Et comme moi j'étais dans l'économique, j'étais un ancien de la maison, et puis je peux le dire, parce que c'est Michel Alliot-Marie qui l'a dit quand on lui a posé la question, on lui a dit mais comment on peut nommer quelqu'un qui n'est pas, qui connaît pas? Elle a dit mais enfin vous vous doutez bien que on nomme quelqu'un qui est du sérail. En réalité j'ai toujours travaillé pour eux tout le temps, si vous voulez. Donc évidemment, alors c'est donc j'étais naturel si tu veux que je sois nommé dans le système pour amener ça. Et puis ça n'a pas marché si bien que ça, parce que il y avait un conflit de priorité à l'intérieur du service. Et comme on dit, on m'a exfiltré et on m'a nommé au responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Donc faire le boulot que je devais faire à la DGSE, de le faire ailleurs, en l'occurrence au secrétariat général de la Défense nationale, où j'ai lancé cette mécanique. Cela dit, c'est pas illogique. Non, c'était même bien vu, parce qu'on a fait, je crois qu'on peut le dire, sans présomption aucune, mais on a fait du bon travail, hein. On a fait quantité de choses, on a levé quantité de lièvres, on a mis en place un certain nombre de choses. Donc oui, ça a été passionnant. Et ça m'a permis effectivement de connaître tout le monde, parce que moi j'étais interministériel, donc si vous voulez, je voyais tout le monde, je discutais avec tout le monde et je rendais compte toutes les semaines au directeur de cabinet du Premier ministre. J'avais, comme on dit dans les monde des affaires, j'étais toutes les semaines dans son bureau pour lui rendre compte de ce que je faisais, et régulièrement aussi à l'Élysée. Donc si vous voulez, j'étais au cœur du système. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses, mais ça m'a aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, après, il y a l'expérience qui fait que, peu à peu, en croisant tout, on arrive à comprendre pas mal de choses. Aujourd'hui, on se pose quand même la question, et je voulais avoir votre avis là-dessus. On a le sentiment qu'il y a un peu de flottement dans un certain nombre de services, renseignements, entre le Mali, la guerre en Ukraine. Quel est votre sentiment et comment vous analysez ce mal-être? Alors, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas qu'une raison. Il y a plusieurs raisons.
La première, d'abord, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on est dans le monde de l'information. C'est-à-dire que l'information circule extrêmement vite aujourd'hui sur Internet, les réseaux sociaux, partout. Et donc, le politique, lui, quand il a, ou le militaire d'ailleurs, hein, il a besoin d'informations. Et donc, ce qui l'exaspère, avec raison, c'est que quand il ouvre son journal le matin ou qu'il écoute la télévision, il apprend quelque chose dont on ne lui a pas parlé, et que quand les services vont venir lui expliquer, ça va être plus tard, et il dira, mais vous arrivez toujours en retard, c'est idiot, je sais ça depuis ce matin, pourquoi vous venez me le dire le soir? Ceux qui ne comprennent pas, c'est que la différence entre un service et la presse, c'est que le service, il va vérifier l'information. Il va vérifier si ce qu'on raconte est vrai ou pas. Et pour ça, il faut un minimum de temps. Donc c'est le premier grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un décalage entre l'information recoupée, vérifiée que vous amenez et celle qu'ils ont eue avant. Et donc ils ont l'impression que vous n'êtes pas bon. Et alors en plus s'ajoute à ça le fait que tous les politiques, ils ont un ou deux journaux ou magazines qui sont leurs références. Ils le lisent. Bon. Par exemple, c'est connu que certains ministres, je n'en ai pas le nom, par exemple, lisent Le Parisien le matin. Alors, ils lisent Le Parisien dans la voiture en allant au ministère, et dans les 10 minutes qui suivent, ce qu'on discute au ministère, c'est ce qu'ils ont lu dans Le Parisien le matin. Alors, Le Parisien peut être excellent, hein, je ne vous dis pas qu'il est mauvais, mais il peut aussi dire des énormes âneries, et ils vont réfléchir et travailler sur cette énorme ânerie. Hein. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que mais ça recoupe le premier. C'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu dans une des premières émissions qu'on a faites sur l'OSINT, hein, sur les sources ouvertes. Aujourd'hui, des sociétés privées ou des gens, des spécialistes, des hackers spécialisés, sont capables de vous reproduire un champ de bataille en vous disant tous les bombardements, les endroits où les chars ont été touchés, enfin tout. Aujourd'hui, on est capable de faire ça avec des moyens techniques civils. Hein. Bon, quand vous êtes la DRM, je prends l'exemple de la DRM parce que vous évoquiez le problème de la DRM. Bon. Quand vous êtes la DRM et que le matin, toujours pareil, on va vous dire, attendez, autour de Sévéronès que vous avez vu, les Russes ont fait sauter le pont, ils ne peuvent plus se replier. Là, ça y est, ils ont pris le contrôle du centre de la ville. Là, il y a eu un bombardement comme ça. Là, les autres, ils ont bougé. Bon. Et alors, vous arrivez à DRM et vous dites ah bah oui, mais il faut que je vérifie. On dit mais comment, vous n'êtes pas au courant? Et vous passez pour un imbécile. Oui, c'est-à-dire que le civil, effectivement, avec l'OSINT, on l'a vu, en fait, ce sont des milliers de sources ouvertes. Mais oui, c'est ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est ça. C'est que si vous voulez, on va traiter aujourd'hui avec le logiciel de recherche, hein, on est capable, un individu est capable de traiter des millions de données. Hein? Et un service est un peu... Bon, mais le service, il a ses moyens. Il a ses moyens et il ne peut pas avoir tout ça. Oui. Hein? On l'a bien vu. Regardez l'histoire de Palantir, par exemple. Palantir est le roi de la recherche sur sources ouvertes, hein, au niveau international. Bon. Ils sont américains. Tout le monde sait bien que ça a été financé par la CIA et par l'équivalent de la DGA. La direction générale d'armement s'appelle la DARPA, là-bas. Bon. Ça a été financé par eux. Des quantités, des 10 milliards de dollars. Hein. Ils ont été... Bon, parce que tout le monde savait que s'ils arrivaient à faire ce projet, ça leur donnait un avantage énorme sur tous les autres, puisqu'ils sauraient très vite tout ce qui se passait. Bon. Ils l'ont fait. Bon. Airbus a acheté Palantir, parce que pour savoir ce qui se passe chez Boeing ou ailleurs, il n'y a pas mieux que Palantir. Bon. Mais par contre, le gouvernement français, la DGSI l'a acheté parce que c'est pour le terrorisme international, ça ne pose pas de problème. Mais les militaires ne vont pas acheter le système Palantir, parce qu'ils savent sinon que les Américains sauront tout ce qu'ils auront cherché avec Palantir, les Américains le sauront. Même si on vous jure le contraire, bien sûr. Ça fait partie des choses. Donc, oui, on a un vrai problème de ce côté-là, parce que l'information circule partout, elle va très vite. Et le dernier élément, si vous voulez, c'est la désinformation. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de bonne foi ou de mauvaise foi, parce qu'il faut s'entendre là-dessus, hein, de bonne foi ou de mauvaise foi, il y a des gens qui racontent
des choses qui sont fausses. Alors on a tendance à dire qu'il raconte n'importe quoi. Non, il raconte des choses qu'il croit foncièrement, sincèrement, et qu'il croit bonnes, alors qu'elles sont fausses, mais il y en a d'autres qui sont totalement manipulées. Hein, et on le voit sur l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, il y a des campagnes de désinformation en ce qui concerne l'Ukraine absolument incroyables. Hein, on vous disait, les Russes, ça y est, c'est l'effondrement, ils se replient de Kiev, ils se replient de Kharkov, ça y est, c'est fini. Dans 3 mois, les Ukrainiens les ont ramenés en Russie. Ouais, ben vous apercevez qu'en réalité, depuis le début, ils gagnent entre 5 et 10 km par jour. Ben, une troupe qui gagne 5 à 10 km par jour, elle n'est pas en situation mauvaise. Il faut arrêter de dire des bêtises. Ouais. N'empêche que de dire, et là on avait les trucs avec le Zint, on avait les positions des uns ou des autres, de dire mais attendez, regardez, ils avancent tous les jours dans certains coins, voilà la stratégie du truc. Bon, ben c'était pas possible parce que, de bonne foi, hein, vous aviez quand il y a des gens qui disaient bon, c'est pas vrai, c'est l'effondrement, ils sont nuls. Bon, ben non, ils sont pas nuls, on peut dire ce qu'on voudra. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des manipulations de l'autre côté aussi. Hein. Attention, hein, moi je suis en train de dire des deux côtés. C'est des guerres dans lesquelles la désinformation est maximale. Mais il n'y a pas que la guerre. Dans tous les domaines, il y a la désinformation. Et moi, ce qui me passionne dans une émission comme celle qu'on fait, justement, c'est de faire venir des experts à expertes reconnus, hein, qui ne sont pas coincés justement pour passer un message politique, parce que sinon, alors là, on n'en sort plus, hein, mais qui au contraire essaient de regarder les choses en face. Alors il y a des fois, ça plaît, des fois ça ne plaît pas, mais je vous garantis qu'en sortie, on a appris des choses. Voilà, exactement. C'est ça. Et on est au cœur du concept même de nos émissions. Exactement. Bah, écoutez, moi, Alain, je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Et je sais que l'ensemble des internautes nous suivent vraiment de façon de plus en plus active. Et on vous remercie tous et on vous dit à très bientôt sur openboxtv.fr. Merci. 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 Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.